Pierre Joannet, bonjour. Alors, vous êtes médecin, spécialiste de la reproduction humaine et vous avez participé activement à l'histoire de l'assistance médicale à la procréation. Un domaine qui vient d'être hautement récompensé puisque le prix Nobel de médecine a été remis à Robert Edwards, le Britannique Robert Edwards, à qui l'on doit les premiers travaux sur la fécondation in vitro et qui ont permis la naissance en 1978 de Louise Braun, le premier bébé éprouvette. Alors, qu'évoque pour vous ce prix Nobel et en quoi les travaux d'Edwards ont-ils été révolutionnaires? Ce prix Nobel, ça fait plaisir, bien entendu. Ça fait plaisir pour Bob Edwards, qui est un homme merveilleux, un très bon scientifique. Donc je suis très content pour lui. Et puis je suis content aussi pour, je dirais, ce domaine médical, qui est la médecine de la reproduction, et qui n'est pas toujours considéré à sa juste valeur dans les champs médicaux. On a l'impression que ce n'est pas une médecine comme les autres. Et donc c'est une forme de reconnaissance de cette activité. Et ça, j'avoue que ça fait aussi plaisir. Alors, pourquoi la fécondation in vitro, c'est quelque chose qui a conduit à donner ce prix Nobel? Parce que ça a été une aventure extraordinaire. Quand le premier enfant est né en 1978, Louise Braun, je me souviens des titres des journaux, les réactions à la télévision, à la presse, c'était équivalent au premier pas de l'homme sur la Lune. Ça a été un boom extraordinaire. Pourquoi? Parce que la fécondation, il faut bien se rendre compte que ça a toujours été un grand mystère. Les débuts de la vie ont toujours été inaccessibles à l'être humain, puisque ça se passait à l'intérieur du corps de la femme et que on n'avait pas de contrôle sur ça. Et ça a été le travail extraordinaire de Bob Edwards, que de pouvoir comprendre la fécondation. La fécondation, c'est quoi? C'est une rencontre. Alors d'abord, une rencontre entre un homme et une femme, bien sûr, quand ils veulent un enfant, mais aussi une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Ça a l'air tout simple, mais c'est en fait assez compliqué. Le principal handicap qu'il y avait pour pouvoir faire la fécondation in vitro, paradoxalement, ça on ne sait pas suffisamment, c'est le spermatozoïde. Et pourquoi le spermatozoïde? Parce que quand un homme éjacule ses spermatozoïdes, ces spermatozoïdes ne sont pas fécondants. Pour qu'ils soient fécondants, il faut qu'ils subissent une maturation dans les voies génitales de la femme, dont on s'est rendu compte dans les années 50 chez les rongeurs, et qui s'appelle la capacitation. Et cette capacitation des spermatozoïdes, qui va le rendre apte à fusionner avec l'ovocyte, elle a été très très difficile à obtenir in vitro. Moi, quand j'ai fait mes études de sciences, j'ai travaillé sur la capacitation in vitro chez le lapin. On savait faire la fécondation in vitro, mais il fallait récupérer les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Quand on prenait les spermatozoïdes éjaculés, on n'y arrivait pas. Et on n'arrivait pas à capaciter les spermatozoïdes in vitro. Et c'était ça la difficulté principale. Et on a une chance extraordinaire avec l'espèce humaine, c'est que les spermatozoïdes humains se capacitent assez facilement. Et que donc Bob Edwards a réussi à faire cette fécondation. Il faut dire aussi qu'il était très motivé par le besoin de lutter contre la stérilité et d'aider des femmes à devenir enceintes. Comme je le disais tout à l'heure, la fécondation c'est une rencontre. Il y a des cas de stérilité, notamment quand les trompes sont bouchées chez la femme, où les spermatozoïdes et ovules ne peuvent plus se rencontrer. Et donc c'est ça qui a permis la fécondation in vitro. En sortant l'ovocyte du corps, en permettant la rencontre à l'extérieur, au laboratoire, puis le transfert d'un embryon qui va pouvoir se développer quand il sera implanté dans l'utérus de la femme. Ça a été ça le côté magique et qui a conduit à la naissance de Louise Braun en 1978. Alors, 4 ans après Louise Braun, naissait en France Amandine. Oui. En quoi les travaux d'Edwards ont bénéficié aux équipes françaises? Vous savez, à l'époque, les personnes qui s'intéressaient à la fécondation in vitro étaient très peu nombreuses dans le monde entier. Il y avait l'équipe d'Edwards et de Patrick Steptoe. Il faut associer Patrick Steptoe à cet hommage parce que Patrick Steptoe, c'est le gynécologue qui a, avec Bob Edwards, fait que c'était possible. D'ailleurs, partout, c'est toujours été des équipes, un biologiste, un médecin, un gynécologue. Et très très peu de gens qui s'intéressaient à ça. C'était pas une forme de recherche très soutenue. Donc il y avait l'équipe d'Edwards en Grande-Bretagne, il y avait 2 équipes australiennes, il y avait une équipe américaine, il y avait 2 équipes françaises, il y avait une équipe autrichienne. Et il y avait beaucoup d'échanges entre toutes ces personnes qui formaient une espèce de petite communauté qui se rencontraient, qui discutaient. Et donc quand Bob Edwards a réussi sa première fécondation in vitro, c'est-à-dire quand il a maîtrisé la fécondation, la culture des embryons avant l'implantation, il a échangé très vite avec les autres. Les uns ont été dans les laboratoires des autres et
Et très vite, des enfants sont nés en Australie, aux États-Unis, en France, et les choses ont diffusé énormément. Il n'y a jamais eu une certaine rivalité entre les équipes françaises et britanniques, par exemple? Ah, il y a toujours de la rivalité. Quand on est en sciences, il y a ce qu'on appelle la compétition scientifique. Et tout le monde adore être le premier. Donc, quand on veut être le premier, il y a la compétition. Mais il y avait une bonne entente. Moi, je me souviens, le premier colloque qu'on a organisé en France sur la fécondation in vitro en 84, où toutes ces équipes sont venues, il y avait une ambiance extraordinaire. Les gens étaient copains, c'était formidable. 32 ans après la naissance de Louise Braun, 4 millions d'enfants sont nés d'assistance médicale à la procréation. J'imagine que les techniques ont évolué depuis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, alors, au début, c'était difficile. La fécondation se faisait dans des conditions complexes parce que le problème, c'était de récupérer les ovules au bon moment et dans un bon état pour pouvoir être fécondés. Et donc, le premier progrès qui a été fait, c'est de maîtriser les traitements de stimulation hormonale qui ont permis de récupérer des ovocytes utilisables pour la fécondation in vitro et en quantité suffisante. Ça a vraiment été le premier pas et qui a permis la diffusion de la technique dans beaucoup d'hôpitaux, dans beaucoup de laboratoires. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres techniques qui ont permis d'accompagner et d'améliorer la fécondation in vitro. Il y a d'abord eu la possibilité de congeler les embryons, donc de les garder plutôt que de les jeter et de pouvoir ensuite les transférer dans l'utérus des femmes. Il y a ensuite eu, et ça a été un deuxième bond extraordinaire après le bond d'Edwards, la mise au point des techniques de micro-injection de spermatozoïdes à l'intérieur de l'ovocyte en 1992 par l'équipe d'André van Serteghem en Belgique. Et pourquoi ça a été une révolution? C'est parce que quand on faisait une fécondation in vitro, il fallait mettre beaucoup de spermatozoïdes autour de l'ovule et il fallait que ces spermatozoïdes soient en bon état, soient capables de fusionner avec l'ovocyte. Et donc, quand il y avait un problème de stérilité masculine, bien souvent, on n'était pas capable de féconder in vitro. Et l'ICSI, ça a permis d'obtenir des embryons, même quand on avait très peu de spermatozoïdes, et même quand ces spermatozoïdes étaient anormaux. Et ça a permis à de très nombreux couples, dont l'homme était stérile, de devenir parents. L'ICSI est d'ailleurs plus efficace que la fécondation in vitro, souvent pour obtenir des embryons capables de se développer. Et ça explique qu'aujourd'hui, plus de 60% des tentatives de fécondation in vitro dans le monde entier sont faites par micro-injection, par ICSI. Alors il y a d'autres techniques. Il y a eu ensuite le travail de Handicide, où on a pu analyser les embryons au début de leur développement pour faire un diagnostic d'éventuelles pathologies chez l'embryon, ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, de manière à transférer dans l'utérus que des embryons qui n'étaient pas porteurs d'anomalies génétiques, par exemple. Ça a aussi été un bon. Donc, ensuite, il y a eu toute une série d'améliorations sur la maîtrise de la qualité des gamètes, spermatozoïdes, ovules, la meilleure connaissance de la qualité des embryons. Et on est loin encore aujourd'hui d'avoir fait le tour de la question. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour améliorer à la fois l'efficacité et l'innocuité de ces techniques. Il y a beaucoup de travail encore. En France, la loi de bioéthique, qui encadre notamment l'assistance médicale à la procréation, est en cours de révision. Quels en sont les enjeux? En l'occurrence, je pense que l'enjeu principal de cette loi, c'est le problème justement de la recherche dans ce domaine et la recherche sur l'embryon. On est dans une situation complètement dingue en France, puisqu'on a une loi qui interdit la recherche sur l'embryon. Et dans le projet de loi, autant que je le connaisse, on maintient cette interdiction. Il faut bien comprendre que si Edwards a pu mettre au point la fécondation in vitro, c'est parce qu'il a pu faire de la recherche sur l'embryon. Entre les premières fécondations qu'il a obtenues au laboratoire et la naissance de Louise Braun, il s'est passé plus de 10 ans. Pendant 10 ans, il a fait de la recherche. Il a fait de la recherche pour comprendre la fécondation, comprendre le développement embryonnaire, mettre au point les techniques. Et il a pu faire ça parce qu'il a pu faire de la recherche sur l'embryon. Aujourd'hui, en France, ça serait impossible avec la loi que nous avons, car nous nous privons de la connaissance de cette époque de la vie. Donc c'est complètement paradoxal la situation française dans ce domaine, j'ose même dire absurde, et je crois qu'il faudrait que les pouvoirs publics, les politiques comprennent qu'on ne peut pas rester dans la situation où on est actuellement. Pierre Joannet, merci.